Un plateau, 2 invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. On commence par vous. Qui êtes-vous ? Je suis Hervé Le Treut, je suis physicien du climat. Je dirige l'Institut Pierre-Simon Laplace qui étudie le système climatique sous ses aspects différents. Je suis aussi enseignant à l'École Polytechnique, à l'Université Pierre et Marie Curie. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Alors, ça c'est une question inattendue. Je suis souvent intervenu sur les problèmes de modélisation du climat et je crois que c'est un élément important de savoir non seulement constater les choses au jour d'aujourd'hui, mais aussi et surtout essayer d'anticiper ce qui peut se produire dans le futur. Et dans le débat actuel, c'est un élément essentiel. Même question, présentez-vous. Je m'appelle Luc Abadi, je suis professeur d'écologie à l'Université Pierre et Marie Curie et je dirige un laboratoire de recherche qui s'intéresse au fonctionnement des écosystèmes terrestres ou aquatiques. Et pourquoi vous pour ce débat ? Je suis là parce que je m'intéresse aux effets du changement climatique sur les organismes et sur les écosystèmes. Mais je me pose aussi des questions sur le rôle que jouent ces organismes et ces écosystèmes sur la modification de l'environnement et donc les effets sur le changement climatique en retour, si vous voulez. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Allez, c'est parti. Je pense que le problème du diagnostic sur le changement climatique, c'est qu'il est d'abord venu de prévisions. Dès les années 70, je pense que les premières simulations par modèle montrant que les gaz à effet de serre pouvaient changer le climat, ça doit être 1975, alors que la constatation d'un changement éventuel qui est compliqué à avoir, elle est venue beaucoup plus tard, le temps que les gaz à effet de serre augmentent vraiment dans le système climatique, donc dans les années 90. Et je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit du grand public entre ce qu'on observe quotidiennement, il fait chaud, il fait froid, et ce que sont les preuves scientifiques. Les preuves scientifiques, c'est d'abord des preuves qui reposent sur l'augmentation des gaz à effet de serre qu'on constate et sur la connaissance physique du système qui nous dit que si les gaz à effet de serre augmentent, et ces gaz sont là pour longtemps dans l'atmosphère, pour 100 ans pour le CO2, ben ils vont changer et perturber le climat. Oui, alors vous savez que sur des questions comme par exemple la biodiversité, c'est un petit peu la même question, on a beaucoup de mal finalement à mettre en évidence aujourd'hui des changements de biodiversité réels, à mesurer les changements de biodiversité, et si on est un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire que finalement on se pose des questions sur la biodiversité plus par projection, finalement, par anticipation de ce qui pourrait se passer. On fait des scénarios, donc c'est plus une vision prospective qu'un constat. Et c'est parfois un petit peu difficile à faire comprendre parce que, pour faire ces prédictions, on essaye de se baser sur des relations logiques qui existent entre organismes, par exemple, et donc on essaye de mesurer l'ampleur de ces changements. Mais c'est vrai que quand on nous demande de donner des exemples concrets, de mesures, par exemple, du taux de disparition des espèces, on est un petit peu embarrassé. Oui, je pense que pour le problème du changement climatique, malgré tout, on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent que le climat commence à changer. Alors, ce sont des éléments récents qui sont compliqués à analyser parce qu'il y a superposition d'une variabilité climatique naturelle et d'un changement climatique qui est provoqué par les activités humaines dont on voit des symptômes qui sont de plus en plus clairs. Par exemple, un réchauffement très fort dans les régions polaires. Ça, c'est ce que prévoient les modèles en cadre de l'augmentation des gaz à effet de serre ou des signaux un petit peu associés, comme au contraire le refroidissement dans les très hautes couches de l'atmosphère, dans la stratosphère. Mais on ne peut les analyser que parce que précisément on recherche un certain type de signal. Mais ce sont des signaux qui ne sont pas facilement interprétables par le sens commun. Il y a besoin d'une véritable analyse scientifique
pour les mettre en évidence. Et c'est là qu'il y a souvent une difficulté de communication autour de ce diagnostic scientifique. Oui, on a exactement le même problème sur l'évaluation de l'ampleur du changement de biodiversité et surtout sur l'analyse de ses causes. On a des facteurs qui sont mélangés. Jusqu'à présent, les choses étaient assez simples. On pensait et on a mis en évidence que l'essentiel des facteurs qui conduisaient à la réduction du nombre d'espèces, par exemple en un lieu donné, sont liés tout simplement à l'usage qu'on fait des terres, à la réduction des habitats. Il y a des lois qui sont bien établies en écologie, qui montrent que la richesse en espèces, ce qu'on appelle la biodiversité, dans une zone donnée, eh bien, c'est lié à la taille de la zone et puis à sa connexion avec d'autres zones, tout simplement. Et donc, évidemment, quand on est dans un contexte de développement de l'agriculture, par exemple, qui réduit les habitats, qui fragmente les habitats, on a inévitablement des pertes en espèces, notamment pour des mécanismes, pour des raisons génétiques. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, se surajoutent à ça, justement, les effets du changement climatique. Alors, c'est vrai que nous, on ne travaille pas sur le changement climatique, mais on voit quand même des choses qui se passent, qui ne se passaient pas avant, qui se passent à un rythme accéléré. Bien, par exemple, on a des changements de période de floraison. Hein. Tout le monde connaît les exemples d'avancées des périodes de maturation de la vigne, par exemple, ou d'éclatement des bourgeons. On a des exemples aussi animaux qui font que, par exemple, dans des mares en Grande-Bretagne, les tritons se développent plus tôt et plus rapidement, ce qui fait qu'ils se mettent à manger ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils se mettent à manger les têtards de grenouilles dans les mêmes mares, et donc ça accélère les processus d'érosion de la biodiversité. Donc on a tous ces facteurs-là qui se mélangent, mais le fait nouveau, et là encore c'est à partir de modèles, à partir de prédictions, c'est que le changement climatique est en train de devenir finalement la cause majeure probablement d'extinction des espèces. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres facteurs ne jouent pas. Donc on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont confondues, on a des effets physiques, et puis on a des effets directement liés aux espèces, à l'espèce humaine, pardon. Et tout ça se combine. Et c'est vrai que pour agir, il faudrait arriver à faire le tri, et c'est un petit peu difficile, quoi. Et comment est-ce que dans ce type d'études, vous appréhendez justement le facteur climatique ? Il y a toujours un problème d'attribution, en fait, de ces changements à des causes naturelles ou non. Eh bien là, c'est un problème classique dans la science d'une manière générale et en biologie en particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe des choses et on fait des corrélations. Et donc, ces corrélations ne sont pas nécessairement l'identification de mécanismes. Donc, par exemple, c'est vrai que sur la date de floraison, par exemple, d'un certain nombre de plantes ou l'apparition des bourgeons, on voit qu'il y a des tendances à la précocité, par exemple, sur un certain nombre d'arbres, notamment d'arbres fruitiers. Donc, clairement, on voit un parallèle entre l'évolution de la température moyenne d'un lieu, indépendamment des fluctuations, et puis cette date de modification de floraison. Mais c'est vrai que ça n'est qu'une corrélation statistique. Alors après, on peut passer à de l'expérimentation. Ça s'est fait par exemple sur des organismes animaux, sur des invertébrés. On voit très très bien, c'est connu depuis très longtemps d'ailleurs, que la date par exemple d'apparition de larves ou des choses comme ça sont liées à la température. Et puis tout ça fait qu'il est hautement probable que le changement biologique est lié au changement climatique. Mais c'est vrai que ça n'est qu'une probabilité, avec une bonne sécurité. C'est extrêmement difficile à prouver. Oui, alors dans le domaine du climat physique, c'est-à-dire des changements de température, des changements de précipitation, on a une difficulté qui est un petit peu différente. On a des systèmes de mesure à l'échelle de la planète qui existent depuis très longtemps. Donc on a des millions et des millions de données qui sont mises en cohérence en permanence par des systèmes complexes, souvent liés au centre météorologique de réanalyse. Donc on peut analyser de manière relativement cohérente les fluctuations du système climatique global. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est par contre à distinguer des causalités à l'échelle régionale. Autant on sait que le réchauffement global, il est maintenant avec un haut niveau de probabilité lié aux effets de l'activité humaine, autant les évolutions locales, on a beaucoup plus de mal
à les attribuer précisément dans leurs détails, et surtout les changements de précipitation, à des activités humaines. Oui, alors sur la partie biodiversité, c'est un petit peu contraire, si j'ose dire. On a plutôt d'assez bonnes études locales. Donc on a de l'observation qui est relativement claire. Et par contre, on a beaucoup plus de mal à établir les tendances à l'échelon planétaire. Et donc ça se fait essentiellement par modélisation. Il y a par exemple, pour donner une idée concrète, il y a une étude qui a été publiée il y a 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus exactement, qui a été la première tentative de modélisation de l'évolution de la biodiversité à long terme, donc à l'échelon planétaire. Donc en se basant précisément sur des études de cas, on a pris un certain nombre d'organismes, surtout des vertébrés et des insectes, pour lesquels on avait des bonnes données biologiques. C'était d'une part le lien entre la taille d'un habitat et puis le nombre d'espèces présentes. Voilà. Et puis d'autre part, des données donc, concernant la capacité des organismes à se disperser dans l'espace, donc à bouger, puisqu'un des problèmes du changement climatique, c'est que les projections régionales nous montrent que les enveloppes climatiques bougent dans l'espace, et donc il va falloir que les espèces courent derrière, en quelque sorte, les enveloppes climatiques pour se maintenir. Eh bien, en prenant ces deux types de données, on a fait des projections à l'échelon planétaire, on risque d'avoir 20 à 25% de disparition d'espèces à 50 ans, dit le modèle. Donc dans le modèle, il y a des données, il y a des hypothèses. Donc c'est un modèle, ça peut se discuter, mais ça donne une idée de l'ampleur quand même du phénomène. Oui, je pense que c'est la difficulté de ces diagnostics croisés entre changement climatique et conséquences du changement climatique. C'est qu'effectivement, pour les physiciens, c'est un problème qu'on appréhende beaucoup plus facilement en partant d'une situation globale. On a des gaz à effet de serre dont la caractéristique, c'est qu'ils sont émis pour très longtemps dans le système climatique. Je dis le CO2, c'est 100 ans, donc ils se mélangent, ils recouvrent la planète. Et je crois que c'est à l'origine de beaucoup des débats qu'on a actuellement sur le changement climatique. C'est cette difficulté, d'une part, à percevoir cette échelle d'espace très particulière. C'est-à-dire, on s'adresse au système global et on sait que ça aura des implications locales, mais on ne sait pas exactement dire lieu par lieu, région par région, lesquelles. Et puis, on a aussi un problème d'échelle de temps, puisqu'on sait que ce qui va faire changer le système, c'est le fait que les gaz à effet de serre restent longtemps dans le système climatique, qui s'accumulent. Et on est aussi confronté à des systèmes qui ont une réponse lente. L'océan met plusieurs décennies à se réchauffer, mettra plusieurs décennies à se refroidir. Les glaciers mettent beaucoup d'années à fondre, mais une fois qu'ils auront fondu, ils fondront pour peut-être un bon bout de temps. Donc on a ces problèmes d'irréversibilité qui se déroulent sur le long terme. Et c'est très difficile de donner cette idée-là et de donner cette compréhension-là au grand public. Je pense que c'est la source de beaucoup de débats actuellement. Je pense que le problème de la prévision est un problème qui est très difficile à admettre pour beaucoup de gens. Et souvent, il y a une confusion entre ce qu'on peut appeler prévision dans un certain nombre de domaines. Je pense à l'économie, par exemple. On nous dit souvent que les modèles numériques ne sont pas fiables parce qu'on voit bien qu'en économie, ils n'ont pas réussi à prévoir la dernière crise. En fait, dans nos disciplines, la prévision est venue d'abord d'un exercice de compréhension des mécanismes physiques qui règlent le climat. Et c'est un exercice qui a d'abord été un exercice de recherche fondamentale. C'est-à-dire, on a des lois de la physique qu'on connaît depuis le 19e siècle pour beaucoup, depuis la première partie du 20e siècle pour d'autres. Et à partir de ça, on peut se demander si on est capable de reproduire le Gulf Stream, les alizés, les anticyclones, enfin tous les grands systèmes qui organisent une partie de la variabilité climatique. Et ça a été un objet de recherche en soi. Est-ce que les lois de la physique permettent de reconstruire une planète qui ressemble à la nôtre? Et il y a eu 20-30 ans de recherche pour répondre finalement, oui, on est capable, à partir des lois de la physique, de créer numériquement une sorte de sister planète, une petite planète parallèle, sur laquelle ensuite on peut expérimenter. On peut augmenter les gaz à effet de serre, donc c'est un jeu qui peut paraître
complexe et difficile à expliquer pour le grand public, et on a du mal justement à convaincre qu'il y a une certaine fiabilité de ces représentations. Mais en même temps, par rapport à beaucoup d'objections qui nous sont faites, c'est un système qu'on peut tester. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini un modèle, une planète artificielle, on peut juger de sa capacité à reproduire des épisodes passés du climat, par exemple le dernier maximum glaciaire, ou le moment où le Sahara était vert. Donc la tentation d'utiliser ce modèle pour essayer de dire c'est la meilleure représentation qu'on a de ce qui va se produire dans le futur, elle est là depuis déjà quelques décennies. Et ce qui est remarquable, c'est que les prévisions qu'on peut faire n'ont pas beaucoup changé au fil des années. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui se sont beaucoup compliqués, auxquels on a ajouté beaucoup de facteurs en plus, mais il y a une base de fond qui est que quand on augmente les gaz à effet de serre, on a un réchauffement plus fort dans les régions polaires, on a un réchauffement plus fort sur les continents, et ces éléments-là sont des éléments stables. Donc à ce niveau-là, je pense que moi, personnellement, qu'on peut avoir une assez grande confiance dans les modèles. La difficulté, c'est ensuite de répondre à des questions plus précises sur ce qui peut se produire à tel ou tel endroit de la planète. Donc la confiance qu'on peut accorder à les modèles, c'est une confiance raisonnée, mais je crois qu'elle est maintenant assez grande si on se limite à un domaine de validité de ces modèles. Oui, cette question de la prédiction, quand on regarde les écosystèmes et la question de la biodiversité, sont évidemment, j'ai envie de dire, par nature presque plus compliquées encore. Pour préciser ce que va être cette biodiversité future et pour imaginer les conséquences aussi de cette biodiversité future, alors là, ça devient extrêmement difficile. Quand on prend la question changement climatique, comment on a abordé ça au démarrage ? On a dit, voilà, il y a des zones climatiques, à ces zones climatiques correspondent des types de végétation. Si mes zones climatiques se baladent à la surface de la planète, eh bien, mes zones de végétation, mes écosystèmes vont suivre. Alors ça marche, mais pareil, il faut un certain temps, donc il faut un certain délai. Il n'est pas du tout certain que les vitesses du changement climatique soient compatibles avec cette espèce de migration des ensembles, des écosystèmes. En plus, quand on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit que la migration des écosystèmes, ça n'existe pas. Ce qui bouge, ce sont les espèces. Donc immédiatement se pose la question de quelle est la vitesse relative de mouvement des espèces. Si toutes les espèces se déplaçaient en même temps, les choses seraient simples. On conserverait un système donné, il se déplace, point, mais il reste identique à lui-même. Là, c'est chaque espèce qui va se déplacer plus ou moins vite. Autrement dit, très très vite. Les relations qui existaient entre les espèces ne vont plus être les mêmes, nécessairement, puisque ça ne sera plus le même voisinage. Si on prend une espèce donnée, elle n'aura plus le même environnement biologique, en quelque sorte. Donc, le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout le réseau de relations va changer. On ne sait pas exactement dans quel sens il va changer, ni même qualitativement ce que ça veut dire. Tous les scénarios sont possibles. Donc, ce n'est pas forcément catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Il va se passer des choses. Il y aura toujours des assemblages d'espèces, des écosystèmes qui vont se mettre en place. Mais à quelle vitesse ? Ça ne sera pas les mêmes. Quelles conséquences ça a sur tel ou tel aspect de l'environnement qui nous intéresse ? Je ne sais pas, moi, la qualité de l'eau, si on s'intéresse au système aquatique, ou même le stockage du carbone par rapport à l'atmosphère. Ça reste difficile. Parce qu'on a des milliers de composantes à prendre en compte et à connecter les unes aux autres. Et ça, il faut être honnête, pour l'instant, on ne sait pas faire. Ça pose le problème du catastrophisme. Quand on voit le message qui est pas tout à fait celui de la communauté scientifique, la question qui se pose de manière immédiate, c'est est-ce que c'est important ? Qu'est-ce que ça affecte ? Et À partir du constat, effectivement, d'une certaine érosion de la biodiversité, on s'est tout de suite posé la question, finalement, est-ce que c'est grave, docteur ? On perd des espèces, finalement, en quoi ça nous importe ? Donc cette question un petit peu plutôt sur des entrées sociales a été traduite en termes scientifiques. On s'est donc posé la question suivante. Est-ce que la diversité des espèces, finalement la variabilité du vivant, a une importance, par exemple, dans la production biologique, dans la productivité, éventuellement agricole ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette richesse spécifique, cette biodiversité, est importante pour la résistance, pour la solidité des écosystèmes, par exemple,
dans le contexte du changement climatique. Donc cette question-là précise a été traitée de façon extrêmement rigoureuse par des expérimentations. Donc les premières, on remonte maintenant à une quinzaine d'années. Ça a été fait donc sur des prairies américaines. Donc voilà, j'ai une prairie, j'ai un certain nombre d'espèces dans ma prairie. Si j'ai 5 espèces, est-ce que c'est moins bien que si j'en ai 10, 15 ou 30 ? Donc les gens ont fait des expériences, des carrés, on a tiré au hasard des espèces, on a fait des carrés à 5 espèces, 10 espèces, jusqu'à 30 espèces. Et puis on a regardé la production biologique. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que plus on a d'espèces, plus la production biologique est élevée. Mais ça, c'est valable jusque vers 15-20 espèces. Et puis au-delà de 15-20 espèces, dans l'expérience, ça allait jusqu'à 30 ou 35, je crois. Au-delà donc de ces 15-20 espèces, on a beau augmenter le nombre d'espèces, ça n'a plus du tout d'importance sur la productivité biologique. Dans la même expérience, il a été testé également la résistance à la sécheresse. C'est-à-dire quand j'ai une sécheresse, de combien je maintiens ma production biologique par rapport à une situation où je n'ai pas de sécheresse. Pareil, donc, on a fait varier de 5 à 30 espèces. Et on a le même genre de résultat, c'est-à-dire jusqu'à 15-20 espèces, plus j'ai d'espèces, plus je résiste à la sécheresse. Et puis au-delà de 20 espèces, ça ne sert plus à rien d'avoir plus d'espèces. Alors là, voilà le type de résultat qui est manipulable dans tous les sens. Si vous voulez défendre absolument la biodiversité, et être un peu catastrophiste, vous allez dire « Ah, mais vous voyez, plus j'augmente les espèces, plus je suis résistant à la sécheresse et plus je produis. Donc c'est bien la preuve que la biodiversité, c'est hyper important. » Mais si vous voulez dire que la biodiversité, ça ne sert à pas grand-chose, vous regardez la deuxième partie de la courbe. Vous dites « Vous voyez bien, là j'ajoute des espèces et ça n'a aucun impact sur la résistance à la sécheresse ou la productivité. Donc si je perds des espèces, finalement, c'est pas très grave, j'ai une réserve. D'ailleurs, ça s'appelle en sciences écologiques, on parle de redondance. Il y a une redondance des espèces. Alors voilà typiquement le type de résultats qu'on peut manipuler. Et à la limite, j'ai envie de dire que les deux interprétations sont valables si on regarde les choses à un moment donné. Effectivement, à un moment donné, au-delà de 20 espèces, ça ne sert à rien d'avoir plus de 20 espèces. Sauf que l'année d'après, si je reviens voir l'identité des espèces, je vais m'apercevoir que les espèces qui jouaient un rôle important dans la liaison avec la production, par exemple, ne sont pas les mêmes que celles que j'avais l'année précédente. Autrement dit, il y a un remplacement des espèces. Donc les espèces qui ont l'air de servir à rien, effectivement, à un moment donné, en fait, sont celles qui vont assurer la fonction et la production ou la résistance à la sécheresse l'année d'après. Donc voilà. Donc c'est typiquement le genre de sujet, effectivement, dont on a un peu de mal à sortir. Comme souvent, on peut interpréter les choses dans tous les sens, sauf si on regarde à long terme. Quand même, à long terme, il me semble que, disons, le maintien d'une forte variabilité biologique, qui veut dire le maintien finalement d'une forte réserve de réponse potentielle à des changements environnementaux, c'est quand même une bonne assurance sur l'avenir. D'ailleurs, là encore, en sciences de la biodiversité, on parle de l'hypothèse de l'assurance, c'est-à-dire qu'on dit effectivement qu'une richesse en espèces, une grande richesse en espèces, va permettre de maintenir un certain nombre de fonctions. La question du climat, elle est venue d'une interrogation sociale précise, c'est-à-dire on émet des gaz à effet de serre, et est-ce qu'on peut continuer à émettre des gaz à effet de serre ? Et donc c'est une interrogation qui pose problème aux scientifiques parce qu'on ne peut pas vraiment se dérober. C'est très difficile de dire finalement on ne sait pas trop. On a beaucoup d'éléments en fait qui nous permettent de dire qu'on sait des choses. Et puis il y a une question supplémentaire qui est posée depuis quelques années, c'est qu'on sait que le rythme de réduction éventuelle de ces émissions de gaz à effet de serre est insuffisant et il est lent. Si on voulait vraiment maîtriser le changement climatique, il aurait fallu commencer plus tôt, faire des choses plus rapidement. Et donc il y a une deuxième question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a des changements non désirés qui peuvent se produire, où, et est-ce qu'on doit commencer à essayer de s'y préparer, et est-ce qu'on doit essayer de concevoir notre habitat, nos systèmes d'infrastructures en fonction de ce qu'on peut anticiper des changements climatiques. Moi, je crois qu'il faut, en tant que scientifique, on est obligé de répondre à ces deux questions. On est obligé à la fois
de donner des éléments qui, à mon sens, vont tous dans le sens consistant à dire qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi, face à des changements qui vont se produire, donner des éléments qui sont par exemple des éléments sur la manière d'envisager le développement de nos villes. Si on peut penser que dans quelques années, on aura des vagues de chaleur beaucoup plus nombreuses à Paris, dans le type d'urbanisme qu'on peut choisir, il faut prendre ça en compte. Ou dans les pays qui sont menacés par des sécheresses, par exemple sur tout le pourtour méditerranéen, est-ce que quand on a des projets de développement, il vaut mieux construire des barrages ou des usines de dessalement d'eau de mer? C'est aussi des questions qui se posent maintenant, vu le délai Et puis on pourrait alors penser à tout ce qui concerne la biodiversité, justement. Donc, mais je crois que ces éléments-là, il faut se réaliser qu'on doit les déterminer en réponse à des questions. Et que c'est un des problèmes de la science, c'est qu'elle a des éléments d'incertitude forts, et que par contre, elle peut donner des éléments de réponse à des questions précises qui lui sont posées. Des éléments de réponse seulement, mais des éléments de réponse quand même. Oui, moi je crois qu'un des mots-clés, c'est le mot incertitude. Alors il y a des incertitudes qui sont quantitatives, on ne sait pas exactement s'il va y avoir plus d'espèces, moins d'espèces, ou plus de degrés, moins de degrés. Enfin bon, ça c'est lié à la nature, un petit peu des problèmes de mesure, de modélisation, etc. Puis n'oublions pas qu'il y a des incertitudes aussi, en tout cas en écologie. Il y a des incertitudes aussi conceptuelles sur la manière dont on se représente les choses. Par exemple, là encore, si je me réfère au changement climatique, une des questions qui nous est posée, nous, écologues, c'est comment je peux faire pour stocker du CO2 dans les écosystèmes. Bon, la réponse, tout le monde la connaît, c'est on va planter des arbres, voilà, ça va stocker du carbone. D'ailleurs, si on voyage avec une compagnie aérienne branchée, on va vous proposer de racheter vos émissions de CO2 en plantant des arbres, si possible au sud, pas trop chez nous quand même, faut pas exagérer. Voilà. Sauf que moi, je sais scientifiquement que planter des arbres par rapport au stockage de carbone dans le sol, par exemple, c'est pas forcément une réponse assurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut démontrer, on l'a fait dans mon laboratoire, on peut démontrer qu'essayer d'augmenter le stock de matière organique, de carbone dans un sol, en augmentant le flux entrant de carbone dans le sol, par exemple en enfouissant des résidus agricoles ou en plantant des arbres, eh bien ça peut avoir l'effet inverse. Ça peut entraîner un déstockage de carbone qui était déjà stocké. Donc là, il y a un problème conceptuel. On bute sur des représentations qui ne sont pas claires. Il faut qu'on ait une gestion plus adaptative en quelque sorte, et je ne sais pas comment dire ça, plus ouverte sur les scénarios possibles. Voilà, c'est pas simplement en disant à tel endroit ça va chauffer de plus 2 degrés ou plus 3, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, qu'on va régler le problème. La question, ça serait, oui, ça peut chauffer de plus 1 à plus 4, et il faut prévoir tous ces scénarios-là en même temps. C'est la même chose sur la biodiversité. Je crois que la première des questions qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il y a un problème ou non ? Et sur cette première question, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas trop de doute. On est face à un monde qui évolue vite, un monde qui évolue de manière non contrôlée. Il y a toujours une manière de moquer la notion de risque en disant chaque fois qu'on a peur de quelque chose, on arrête tout. Là, on est quand même face à un risque étayé, tout figé. Enfin, imaginez qu'on ait dès maintenant une manière de se projeter dans le futur qui soit sans possibilité de se réadapter ensuite, de réviser nos objectifs. C'est pas ce que dit la science. On est dans un domaine où probablement on va apprendre beaucoup des années qui viennent, ne serait-ce que parce que le réchauffement commence et que le changement commence, et qu'il faudra être capable d'utiliser ça. Mais c'est la difficulté, c'est que quand on construit des villes, quand on construit des barrages, quand on construit, il faut les dimensionner dès maintenant, donc il y a besoin quand même de choisir des options. Et en même temps, on est face à un diagnostic scientifique qui est évolutif, qui va rester évolutif pendant un certain temps. Effectivement, je pense que la science peut aider à identifier des problèmes, à cadrer les choses, et à proposer, on va dire, des scénarios d'évolution et des pistes pour s'adapter. Mais on ne peut pas... ça ne suffira pas. C'est-à-dire que la science et la technologie, parce que les histoires de biocarburants, c'est ça. C'est une réponse technologique à un problème environnemental.
Et peut-être on a un peu trop tendance à penser que tout viendra de solutions scientifiques et technologiques. On ne peut plus aujourd'hui, c'est une question de bon sens, ne pas se poser la question du mode de développement. Quand on regarde aujourd'hui les projections sur la production agricole, les chiffres sont variables, mais enfin en gros ça tourne autour de 70 à 100% d'augmentation de productivité agricole dans les 50 ans qui viennent pour accompagner l'augmentation de la population. On ne pourra pas ne pas se poser la question du mode de développement. Moi je pense qu'on est sur une trajectoire de développement qui se termine. Il y a une nouvelle trajectoire de développement à ouvrir. Et ça, c'est un appel absolument fantastique à l'innovation, à l'optimisme, à la recherche et à tout ce qu'on voudra. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Je crois qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et c'est bien dommage parce que, encore une fois, ça peut être une période absolument fantastique pour tout le monde, parce qu'il faut reconstruire un petit peu un monde. Mais j'ai un peu l'impression que quand même, on est un petit peu au bout d'un mode de développement. Mais là, c'est à la frontière entre la science et puis le sentiment du citoyen, on va dire. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. La semaine prochaine, on se retrouve même endroit, même principe, 2 invités en face à face pour affronter des points de vue.